Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. Je vous retrouve pour une nouvelle lecture de Martin Eden de Jack London. J'en suis au chapitre 13. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous demander quand même. Et merci beaucoup pour votre écoute. À tout à l'heure. Chapitre 13. Ce furent une poignée de socialistes verbeux et de philosophes ouvriers tenant leurs assises au parc de City Hall les chauds après-midi qui furent responsables de la grande découverte. Une ou deux fois par mois, en traversant le parc pour aller à la bibliothèque, Martin descendait de bicyclette, écoutait les controverses et ne s'en arrachait qu'à regret chaque fois. Le ton de la discussion y était bien moins élevé qu'à la table de M. Morse et l'assemblée n'était ni grave ni digne. Ils se mettaient volontiers en colère, s'insultaient. Jurons et allusions obscènes émaillaient leurs altercations. Une ou deux fois même, ils en vinrent au coup. Et pourtant, ils ne savaient pourquoi, quelque chose de vivant émanait de ces pensées apparemment confuses. Leur rhétorique stimulait bien davantage son intellect que le dogmatisme pondéré de M. Morse. Ces hommes qui assassinaient l'anglais, qui gesticulaient comme des fous et combattaient leurs idées réciproques avec une violence toute primitive, lui semblaient autrement vivants que M. Morse et son fidèle associé M. Butler. Plusieurs fois Martin avait entendu citer Herbert Spencer dans ce parc. Et, un après-midi, apparut un disciple de Spencer, un cheminot minable dont le veston sale, boutonné sous le menton, dissimulait l'absence de chemise. La bataille fut engagée au milieu d'une formidable tabagie et de jets de salive brune, et le vagabond s'en tira avec honneur, même vis-à-vis d'un ouvrier socialiste qui lança, en ricanant « Il n'y a de Dieu que l'inconnu et Herbert Spencer est son prophète ». Martin se demanda quel était le sujet de la discussion, mais il continua son chemin vers la bibliothèque, animé d'un nouvel intérêt pour Herbert Spencer, et comme le cheminot avait fréquemment cité les premiers principes, il prit ce volume. C'est ainsi que se fit la grande découverte. Une fois déjà, il avait essayé du Spencer, mais ayant choisi les principes de psychologie pour débuter, il avait pataugé aussi piteusement qu'avec Madame Blavatsky. Sans avoir rien pu y comprendre, il l'avait rapporté. Mais cette nuit-là, après la physique, l'algèbre et les essais de poèmes, il se coucha et ouvrit les premiers principes. Au jour levant, il lisait encore. Et il n'écrivit pas de tout le jour. Allongé sur son lit, il lut. Puis, fatigué du lit, il s'allongea par terre et lut, changeant de temps à autre de position. La nuit suivante, il dormit et écrivit toute la matinée. Puis le livre l'attira de nouveau et il lut tout l'après-midi. Il en oublia même que ce jour était celui que Ruth lui accordait. Il ne reprit conscience du monde extérieur que lorsque Bernard Higginbotham, ouvrant violemment la porte, lui demanda s'il croyait vraiment avoir affaire à un restaurant. Toute sa vie, Martin Eden avait été dévoré de curiosité. Il voulait savoir, tout savoir, et ce fut ce désir qui l'envoya courir les aventures à travers le monde. Mais Spencer lui apprenait aujourd'hui qu'il ne savait rien, et qu'il n'aurait jamais rien su s'il avait continué à naviguer, à errer éternellement. Il n'avait fait qu'effleurer la surface des choses, n'avait observé que des phénomènes isolés, accumulé des faits fragmentaires, n'avait que généralisé d'une façon superficielle, tout cela sans méthode, au hasard de la chance et de son caprice. Il avait étudié avec compréhension la technique du vol des oiseaux, mais il n'avait jamais cherché à s'expliquer de quelle manière les oiseaux s'étaient développés en tant que mécanisme volant. Il ne se doutait même pas qu'un processus de ce genre existât. Les oiseaux avaient été créés ainsi et cela lui suffisait. Il en était de même pour tout. Ses maladroits essais de philosophie avaient avorté, faute de préparation. La métaphysique moyenâgeuse de Kant ne lui avait servi à rien qu'à douter de ses propres moyens intellectuels. De même, sa tentative d'étudier l'origine des espèces s'était bornée à parcourir une étude aride, toute technique, de Romanes.
Il n'y avait rien compris, si ce n'est que cette théorie sèche et poussiéreuse appartenait exclusivement à un petit nombre d'esprits mesquins dont le vocabulaire copieux était inintelligible. Et voilà qu'il apprenait à présent que l'évolution de la matière, au lieu d'être une théorie abstraite, était un mode de développement admis par tous les savants avec de simples divergences de méthode. Spencer lui simplifiait tout cela et présentait à son regard étonné un univers si parfaitement concrétisé qu'il lui semblait voir un de ces minuscules modèles de navires que les marins mettent dans des bouteilles transparentes. Rien n'était dû au hasard. Tout obéissait à des lois. L'oiseau obéissait à une loi en volant. Et la même loi avait pétri le limon de la terre, l'avait fait fermenter, lui avait fait pousser des ailes afin qu'il devienne oiseau. Martin, de sommet en sommet, montait toujours. Les mystères de la création s'ouvraient devant lui. Il était ivre de curiosité et de compréhension. La nuit, pendant son sommeil, il évoluait parmi les dieux en de colossaux cauchemars. Éveillé, il vivait comme un somnambule, le regard perdu, plongé dans l'univers qu'il découvrait. À table, il n'entendait pas les conversations mesquines et vulgaires. Dans son assiette, il voyait luire le soleil et en suivait les transformations jusqu'à leur source, à des centaines de millions de lieues. Ou bien, il étudiait les réflexes des muscles de ses bras qui lui permettaient de couper sa viande, les suivait jusqu'au cerveau d'où jaillissait la volonté qui commandait ses réflexes. Il vivait dans l'hypnose, sans entendre le « bon à enfermer chez les dingues » murmuré par Jim, sans voir les regards inquiets de sa sœur, ni le geste moqueur de Bernard Higginbotham, imitant l'araignée qui habitait évidemment le cerveau de son beau-frère. Ce qui, en quelque sorte, impressionnait Martin le plus profondément, c'était la corrélation de toutes les sciences entre elles. De tout temps, il avait emmagasiné beaucoup de choses dans des cases séparées de son cerveau. Ainsi, il en savait énormément sur la navigation, sur les femmes également. Mais entre ces deux sujets, il n'établissait aucun rapport. Qu'au point de vue scientifique, il pût y avoir une corrélation quelconque entre une femme sujette aux vapeurs et un schooner bravant la tempête lui aurait semblé ridicule, impossible. Herbert Spencer lui démontra qu'il est au contraire impossible qu'il n'y ait pas corrélation. Tout est relié à tout, depuis les myriades d'atomes qui composent un grain de sable sur la plage. Cette nouvelle conception plongeait Martin dans une stupéfaction perpétuelle. Il dressa une liste des choses les plus incongrues. Amour, poésie, tremblement de terre, feu, serpents à sonnettes, arc-en-ciel, pierres précieuses, montres, coucher de soleil, lion rugissant, électricité, cannibalisme, beauté, meurtre, poulie et tabac. Il jubilait quand il parvenait à les apparenter entre elles. Il unifiait ainsi l'univers et le contemplait, ou bien il se promenait à travers sa jungle en voyageur pacifique. Il observait, notait, se familiarisait avec tout ce qu'il voulait connaître encore. Et plus il apprenait, plus il admirait la création, la vie et sa propre existence au milieu de toutes ces merveilles. « Imbécile !» criait-il à son image dans le miroir. « Tu voulais écrire, tu essayais d'écrire. Qu'est-ce que tu avais dans le ventre? Quelques notions enfantines, quelques sentiments encore imprécis, beaucoup de beauté mal digérée, une énorme ignorance, un cœur plein d'amour à en éclater, une ambition aussi grande que ton amour, que ton ignorance. Et tu voulais écrire, mais tu commences aujourd'hui seulement à acquérir en toi ce qu'il faut pour ça. Tu voulais créer de la beauté et tu ne savais rien de ce qui fait la beauté. Tu voulais parler de la vie et tu ignorais tout ce qui fait l'essence même de la vie. Tu voulais parler de l'univers et des problèmes de l'existence quand l'univers n'était pour toi qu'un rébus chinois. Mais courage, Martin, mon vieux. Il y a de l'espoir cette fois, bien que tu sois encore très ignorant. Un beau jour, avec de la chance, tu sauras à peu près tout ce qu'on peut savoir. Ce jour-là, tu écriras. Il fit part de sa grande découverte à Ruth pour qu'elle partage sa joie, mais elle ne manifesta aucun enthousiasme particulier. Ces choses-là lui étant évidemment familières à cause de ses études personnelles.
Arthur et Norman croyaient à l'évolution et avaient lu Spencer, sans en avoir reçu l'impression bien profonde à ce qu'il semblait. Et Will Olney, le jeune homme à lunettes, ricana désagréablement au nom de Spencer et répéta l'épigramme « Il n'y a de Dieu que l'inexplicable et Herbert Spencer est son prophète ». Mais Martin lui pardonna son ricanement, car il avait découvert qu'Olney n'était pas amoureux de Ruth. Plus tard, différents petits faits lui apprirent même, à sa grande stupéfaction, que non seulement il n'en était pas amoureux, mais encore qu'elle lui déplaisait carrément. Martin fut impuissant à établir une corrélation entre ce phénomène et les autres phénomènes de la nature et se borna à plaindre le jeune homme de ne pouvoir apprécier à sa valeur la finesse de Ruth et sa beauté. Ils firent, le dimanche, plusieurs promenades à bicyclette dans la campagne et Martin put observer à loisir la paix armée qui existait entre Ruth et Olney. Celui-ci s'accordait fort bien avec Norman et laissait Arthur et Martin s'occuper de Ruth, ce dont Martin lui fut reconnaissant. Ce furent là de beaux dimanches pour Martin, d'abord à cause de Ruth, puis à cause des rapports d'égal à égal qu'il créait entre lui et les jeunes gens de ce milieu. Il se sentait intellectuellement leur pareil, en dépit de leurs nombreuses années d'éducation et de discipline cérébrale, et ses heures de conversation avec eux étaient autant d'heures utiles pendant lesquelles il s'entraînait à suivre les règles de cette grammaire tant étudiée. Les traités de savoir-vivre, il les avait abandonnés. Il se contentait d'observer par lui-même ce qu'il convenait de faire. Sauf quand il se laissait entraîner par ses ardeurs enthousiastes, sa surveillance de lui-même ne se relâchait pas. Aucune de leurs manières ne lui échappait et il prenait d'eux, sans cesse, de nouveaux exemples de politesse et de raffinement mondain. Durant quelque temps, il resta surpris de voir qu'en somme, Herbert Spencer était peu lu. « Herbert Spencer, lui dit l'homme au pupitre à la bibliothèque. « Oui, un grand cerveau. » Mais il lui parut ne rien savoir du contenu de ce grand cerveau. Un soir, à un dîner où était également invité M. Butler, Martin engagea la conversation sur Spencer. M. Morse condamna vertement l'agnosticisme du philosophe anglais, tout en avouant qu'il n'avait pas lu les premiers principes. M. Butler déclara que Spencer l'exaspérait, qu'il n'en avait jamais lu une ligne et n'en avait pas été plus malheureux pour cela. Des doutes s'élevèrent dans l'esprit de Martin. Il aurait abandonné Spencer pour se rallier à l'opinion générale si sa personnalité avait été moins trempée. Mais malgré tout, les explications de Spencer lui paraissaient convaincantes et il se dit que lâcher Spencer équivaudrait, pour un navigateur, à jeter par-dessus bord compas et chronomètre. Martin continua donc d'approfondir ses études sur l'évolution, de plus en plus convaincu par les témoignages corroborants d'un millier d'écrivains indépendants. Plus il travaillait, plus le champ de la science s'ouvrait devant lui. Il finit par avoir le regret maladif de ce que les jours n'avaient que 24 heures. À cause de la brièveté des jours, il abandonna l'algèbre et la géométrie. De la trigonométrie, il n'en avait pas encore été question. Puis il retrancha également la chimie et ne garda que la physique. « Je ne suis pas un spécialiste, dit-il pour s'excuser à Ruth, et je ne veux pas essayer de le devenir. Il y a trop de spécialités pour qu'un seul homme puisse, en une seule existence, en posséder à fond une seule miette. Des généralités, en fait de science, doivent me suffire. Quand j'aurai besoin des spécialistes, j'en appellerai à leurs livres. » « Mais ce ne sera pas comme si vous possédiez vous-même le sujet, dit-elle en protestant. « C'est inutile, nous profitons du travail des spécialistes, ils sont faits pour ça. En arrivant, j'ai vu des ramoneurs à l'ouvrage. Ce sont des spécialistes, n'est-ce pas? Eh bien, quand ils auront fini, vous serez contente de la propreté de vos cheminées, sans vous préoccuper le moins du monde de la manière dont elles ont été construites. » C'est un peu tiré par les cheveux. Elle le regarda avec curiosité, et il sentit un vague reproche dans son regard et dans son attitude. Mais il était certain d'avoir raison. Toutes les grandes intelligences, les plus grands penseurs par exemple, se fient aux spécialistes. Herbert Spencer le faisait. Il généralisait sur les découvertes de milliers de chercheurs. Pour faire tout lui-même, il aurait dû vivre plusieurs vies. Darwin de même se servait de tout ce que lui avaient appris les botanistes et les éleveurs. « Vous avez raison, Martin, dit Olney.
Vous savez ce que vous voulez faire et Ruth n'en sait rien. Elle ignore elle-même ce qu'elle veut. Oh, certainement, continua Olney sans attendre son objection. Je sais que vous appelez ça la culture générale. Mais si vous voulez avoir une culture générale, peu importe ce que vous étudiez, vous pouvez apprendre le français ou l'allemand ou même l'espéranto, vous n'en serez pas moins cultivé. Vous pouvez également étudier le latin ou le grec. Ça ne vous servira à rien, mais ce sera quand même de la culture. Tenez, Ruth, il y a 2 ans, a étudié l'anglais ancien. Et savez-vous ce qu'elle en a retenu? One that sweet April with his shower suit. C'est bien ça? Il continua en riant sans tenir compte de son interruption. Mais votre culture générale, vous l'avez, je le sais. Nous étions dans la même classe. Vous parlez de culture comme un moyen d'arriver à quelque chose, s'écria Ruth. Ses yeux étincelaient et ses joues délicates rougirent de colère. La culture doit être le but. Mais ce n'est pas ça dont Martin a besoin. Qu'en savez-vous? De quoi avez-vous besoin, Martin? Demanda Olney en se tournant brusquement vers lui. Martin, très gêné, lança un regard d'appel à Ruth. Oui, de quoi avez-vous besoin? Questionna Ruth. Ça tranchera la question. Mais bien entendu, j'ai besoin de culture, balbutia Martin. J'aime la beauté et la culture me la fera mieux apprécier. Triomphante, elle fit un signe d'assentiment. Ça n'a pas le sens commun et vous le savez, fit Olney. Martin a besoin d'une carrière et non de culture, mais il se trouve que dans son cas, la culture est indispensable à la carrière. S'il voulait être chimiste, elle serait inutile. Martin veut écrire, mais il a peur de vous le dire parce que ça vous mettrait dans votre tort. Il continua. Et pourquoi Martin veut-il écrire? Parce qu'il ne roule pas sur l'or. Pourquoi vous bourrez-vous la tête d'anglais ancien et de culture générale? Parce que vous n'avez pas besoin de gagner votre vie. Votre père est là pour ça. Il vous achète des robes et le reste. À quoi diable sert notre éducation? La vôtre, la mienne, celle d'Arthur et de Norman? Nous sommes abreuvés de culture générale et si nos bons parents se trouvaient tout d'un coup sur la paille, nous serions bien obligés de gagner notre croûte. Ce que vous pourriez souhaiter de mieux, Ruth, serait une place d'institutrice ou de professeur de piano dans une pension de jeunes filles. « Et vous, que feriez-vous » demanda-t-elle. « Pas grand-chose de fameux. Je gagnerais $1,50 par jour, l'un dans l'autre, et je pourrais peut-être entrer comme professeur à Henley, cette boîte à bachot. Je dis peut-être, vous entendez, car je pourrais bien être fourré à la porte au bout de 8 jours pour incapacité notoire. » Martin suivait de près la discussion et, tout en étant persuadé qu'Olney avait raison, il désapprouvait sa façon cavalière de traiter Ruth. Une nouvelle conception de l'amour se formait dans son cerveau en l'écoutant. La raison n'a rien à voir avec l'amour. Peu importe que la femme aimée raisonne plus ou moins justement, l'amour étant au-dessus de la raison. S'il arrivait à Ruth, par hasard, de ne pas reconnaître clairement son besoin absolu d'une carrière, elle n'en était pas moins adorable. Elle était adorable et ses idées n'avaient rien à faire avec son charme. « Quoi? Que dites-vous » fit Martin, car Olney, en lui parlant, avait interrompu le cours de ses réflexions. « Je disais, j'espère bien que vous ne serez pas assez bête pour taquiner le latin. »« Mais le latin, c'est plus que la culture, dit Ruth. C'est une base. »« Alors, allez-vous vous y mettre » insista Olney. Martin fut très ennuyé, car il voyait que Ruth attendait anxieusement sa réponse. « J'ai peur de ne pas avoir le temps, dit-il enfin, mais ça me plairait. » Vous voyez, Martin ne cherche pas la culture. Olney exultait. Il essaie d'arriver quelque part, de faire quelque chose. Mais c'est un entraînement mental. C'est ça qui discipline les cerveaux. Ruth regarda Martin comme si elle en attendait un changement d'idée. Les joueurs de football ont besoin de s'entraîner avant les grands matchs. C'est à quoi sert le latin pour l'intellectuel. Il entraîne. Idiotie et puérilité, c'est ce qu'on nous dit quand nous sommes petits. Mais il y a une chose qu'on se garde bien de nous dire et qu'on nous laisse le soin de trouver par nous-mêmes plus tard. Olney s'arrêta pour mieux réussir son effet, puis ajouta. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tout le monde doit avoir étudié le latin, mais que personne n'a besoin de le savoir. « Que vous êtes de mauvaise foi » s'écria Ruth. « Je savais bien que vous alliez vous en tirer de cette façon. » C'est évidemment assez habile, mais pourtant assez juste.
Les seules personnes qui savent le latin sont les pharmaciens, les notaires et les professeurs de latin. Maintenant, si Martin veut être l'un de ceux-là, je veux être pendu. Quel rapport avec Herbert Spencer d'ailleurs? Martin vient de découvrir Spencer et il en raffole. Pourquoi? Parce que Spencer le mène quelque part. Or, Spencer ne peut me mener nulle part, ni vous non plus. Nous n'en avons pas besoin. Vous, Ruth, on vous mariera, et moi, je n'aurai rien à faire qu'à surveiller les notaires et les hommes d'affaires qui prendront soin de l'argent que mon père me laissera un jour. Holness se leva pour prendre congé, mais se retourna près de la porte pour lancer la flèche du Bart. « Laissez donc Martin tranquille, Ruth. Il sait ce qui lui convient le mieux. Regardez ce qu'il a déjà fait. Quelquefois, il me fait honte. Il en sait plus à présent sur la vie, l'univers, les hommes et le reste qu'Arthur, que Norman, moi ou vous. Oui, que vous, en dépit de tout votre français, votre latin, votre anglais et votre culture. » « Mais Ruth est mon professeur, répondit courtoisement Martin. C'est à elle que je dois le peu que je sais. Quelle blague! Holness lança un coup d'œil malicieux à Ruth. Je suppose que vous me direz la prochaine fois que c'est sur sa recommandation que vous avez lu Spencer. Seulement ce sera faux. Et elle n'en sait pas plus sur Darwin et l'évolution de la matière que moi sur les mines du roi Salomon. Qu'est-ce que c'était déjà cette définition mirobolante de Spencer à propos de je ne sais quoi que vous avez lancé l'autre jour? Cette chose incohérente sur l'homogénéité? Attaquez-la donc là-dessus et vous verrez si elle en comprend un seul mot. Car ça, ce n'est pas de la culture, vous comprenez? Allons, au revoir. Et si vous taquinez le latin, Martin, je n'aurai plus aucune considération pour vous. Et tout le temps, malgré l'intérêt qu'il prenait à cette discussion, Martin s'ennuyait vaguement. On parlait d'études et de leçons, de sciences rudimentaires, sur un ton d'écolier qui détonnait avec les grandes idées qui bouillonnaient en lui, avec l'étreinte dont il rêvait, il rêvait d'en serrer la vie comme d'une serre d'aigle, avec les frissons de puissance qui le secouaient presque douloureusement, avec la naissante conscience de sa valeur. Il se faisait l'effet d'un poète qu'un naufrage a jeté sur une rive étrangère et qui essaie en vain de changer selon le mode barbare des habitants de ce pays nouveau. Puissamment conscient des beautés universelles, il était forcé de ramper, de croupir au milieu des enfantillages, de discuter s'il apprendrait ou non le latin. Bon Dieu, mais qu'est-ce que le latin a à faire là-dedans? Se demanda-t-il ce soir-là devant son miroir. Je voudrais bien que les morts restent où ils sont. Pourquoi des morts me feraient-ils la loi? La beauté est vivante et elle est éternelle. Et les langues passent, c'est la poussière des morts. Puis il trouva qu'il avait fort bien énoncé son idée et se coucha en se demandant pourquoi il ne pouvait s'exprimer de la même façon avec Ruth. En sa présence, il n'était qu'un petit garçon, un tout petit garçon. « Donnez-moi du temps, dit-il tout haut. Je ne demande que du temps. Du temps. Du temps, du temps. » Telle était sa plainte continuelle. Chapitre 14. Ce ne fut pas à cause d'Holness, mais en dépit de Ruth et en raison même de son amour pour elle, qu'il se décida finalement à ne pas apprendre le latin. Il y avait tant d'autres choses que le latin, tant d'études dont la nécessité était plus impérieuse. Et il lui fallait écrire, il lui fallait gagner de l'argent. On ne lui avait encore rien pris. 2 ballots de manuscrits faisaient le tour des revues. Il passait de longues heures à la salle de lecture à prendre connaissance de la littérature des autres. La critiquait, la comparait avec la sienne et cherchait toujours le truc qui leur avait permis de vendre leur prose. Comment s'y prenait-il? L'énorme quantité de littérature momifiée le surprenait. Aucune lumière, aucune couleur, aucune vie ne l'animait, et cependant cela se vendait. 2 cents le mot, 20 $ le mille. La publicité des journaux le disait. Il s'étonnait du nombre incalculable de nouvelles, alertes et adroitement écrites. Il est vrai, mais sans vitalité, sans réalité. L'existence était si étrange, si merveilleuse, remplie d'une telle immensité de problèmes, de rêves et d'exploits héroïques. Et cependant, ces historiettes ne traitaient que de banalités. Mais le poids, l'étreinte de la vie, ses fièvres et ses angoisses et ses révoltes sauvages, voilà ce qu'il fallait écrire.
Il voulait chanter les chasseurs de chimères, les éternels amants, les géants combattant parmi la douleur et l'horreur, parmi la terreur et le drame, qui faisaient craquer la vie sous leur effort désespéré. Et pourtant, les nouvelles dans les magazines semblaient se complaire à glorifier les butlers, tous les sordides chasseurs de dollars et les vulgaires amourettes de vulgaires petites gens. Est-ce parce que les éditeurs eux-mêmes sont vulgaires? Se demanda-t-il. Ou parce que la vie leur fait peur à tous, auteurs, éditeurs et lecteurs? Ce qui l'ennuyait le plus, c'était de ne connaître aucun éditeur, aucun écrivain. Bien plus, il ne connaissait personne qui ait jamais essayé d'écrire et soit capable de le conseiller et lui indiquer la voie à suivre. Il finit par se demander si les éditeurs n'étaient pas tout simplement les rouages d'une machine et non pas des êtres vivants. Mais oui, c'était des machines et voilà tout. Il mettait toute son âme dans des poèmes, dans des nouvelles ou des articles et les confiait à une machine. Il pliait ses feuillets, les glissait avec des timbres dans une grande enveloppe qu'il cachetait, affranchissait et jetait le tout dans la boîte aux lettres. Après un tour sur le continent et un certain laps de temps, un facteur lui rapportait le manuscrit dans une autre enveloppe, affranchie avec les timbres qu'il avait envoyés. Il n'y avait évidemment aucun éditeur en chair et en os à l'autre bout, mais un ingénieux rouage qui changeait le manuscrit d'enveloppe et la timbrait exactement comme ces distributeurs automatiques qui, moyennant 2 cents, vous délivrent une tablette de chocolat ou un chewing-gum. La machine éditoriale délivrait de la même manière un chèque ou un refus. Jusqu'à présent, il ne s'était adressé qu'à la mauvaise fente. La fiche de refus écrite à la machine complétait la ressemblance. Il en avait reçu des centaines. Si seulement il avait reçu une ligne personnelle, le refus lui aurait été moins pénible. Mais non, jamais. Décidément, il n'y avait personne à l'autre bout que les rouages bien huilés d'une admirable machine. C'était un bon lutteur obstiné et courageux que Martin. Il aurait bien continué à nourrir la machine pendant des années, mais il se saignait aux 4 veines et il ne s'agissait pas d'années, mais de semaines pour déterminer la fin du combat. Tous les 8 jours, la note de sa pension et souvent l'affranchissement d'une 40aine de manuscrits le rapprochaient de la ruine. Il n'achetait plus de livres et il économisait surtout pour retarder l'échéance fatale. Cependant, il l'avança encore d'1 semaine en donnant 5 $ à Marianne pour s'acheter une robe. Sans conseil, sans encouragement, profondément écœuré, il luttait dans la nuit. Gertrude elle-même commençait à le regarder de travers. Au début, sa tendresse lui avait fait tolérer ce qu'elle considérait comme une toquade. Maintenant, sa sollicitude la rendait inquiète. Il lui semblait que cette toquade ressemblait à de la folie. Martin le savait, en souffrait davantage que du mépris avoué et taquin de Bernard Higginbotham. Et pourtant, il gardait sa foi en lui-même, mais il était seul à la voir. Ruth n'en avait aucune. Elle souhaitait qu'il continue ses études et, sans désapprouver ouvertement sa littérature, elle ne l'encourageait pas. Il ne lui avait pas proposé de lui montrer ses œuvres par une discrétion exagérée. D'ailleurs, comme elle travaillait beaucoup à l'université, il répugnait à lui faire perdre son temps. Mais lorsqu'elle eut passé sa licence, elle lui demanda elle-même de lui montrer quelque chose. Martin fut transporté de joie. Il fut inquiet aussi. Un juge se présentait enfin. Elle était licenciée à ce lettre, avait étudié la littérature avec de savants professeurs et le traiterait autrement que les éditeurs. Peut-être ceux-ci étaient-ils bons critiques aussi. Mais Ruth, au moins, ne lui tendrait pas le refus stéréotypé si elle n'aimait pas son œuvre et lui reconnaîtrait peut-être quand même certains mérites. Elle parlerait enfin de sa façon alerte et gaie et, chose plus importante que tout, elle ferait la connaissance du véritable Martin Eden. Elle verrait de quoi étaient faits son cœur et son âme et arriverait peut-être à comprendre quelque chose, un tout petit quelque chose, à ses aspirations et à sa force de volonté. Martin choisit un certain nombre de ses nouvelles, puis, après un instant d'hésitation, y ajouta ses poèmes de la mer. Un après-midi, vers la fin de l'automne, ils allèrent faire un tour à bicyclette du côté des collines.
C'était la seconde fois qu'il sortait seul avec elle et, tandis qu'ils roulaient ensemble, éventés par une brise tiède au goût salin, il se dit que vraiment le monde était beau et bien ordonné et qu'il faisait bon vivre et aimer. Ils descendirent de leur vélo sur le bas-côté de la route et grimpèrent au sommet d'un tertre où l'herbe brûlée par le soleil avait une odeur délicieuse et reposante de moisson mûre. Sa tâche est achevée, dit Martin, quand ils se furent installés. Elle sur son chandail, lui étendu sur la terre tiède, aspirant voluptueusement la senteur douce de gazon. Elle n'a plus sa raison d'être et, dès lors, a cessé d'exister, poursuivit-il en caressant amicalement l'herbe fanée. Pleine d'ambition, elle a poussé sous les longues averses de l'hiver dernier, a lutté contre le violent printemps, a fleuri l'été, séduisant abeilles et insectes, a confié au vent sa semence, s'est mesurée avec la vie et... « Pourquoi analysez-vous toujours tout d'un œil aussi froid ?» interrompit-elle. « Parce que j'ai étudié l'évolution de la matière, je suppose. Il y a peu de temps que j'ai des yeux, en somme. Mais il me semble que vous perdez le sens de la beauté, de cette façon-là, que vous la détruisez comme les enfants qui attrapent des papillons et abîment le velours de leurs ailes brillantes. » Il secoua la tête. « Jusqu'à présent, j'ignorais la signification de la beauté. Elle s'imposait à moi, voilà tout, sans rime ni raison. Maintenant, je commence à savoir. Cette herbe, à présent que je sais pourquoi c'est de l'herbe et comment elle l'est devenue, me paraît plus belle. Mais c'est tout un roman que l'histoire du moindre brin d'herbe est un roman d'aventure. Cette seule idée m'émeut. Quand je réfléchis à tout ce drame de la force et de la matière et à leur formidable lutte, j'ai envie d'écrire l'épopée du brin d'herbe. Comme vous parlez bien, dit-elle d'un air absent. Et il remarqua qu'elle le regardait avec attention. Tout embarrassé, il rougit jusqu'aux cheveux. « J'espère que je fais des progrès, bredouilla-t-il. Il y a tant de choses en moi que je voudrais exprimer. Mais je ne peux pas y arriver. Il me semble quelquefois que l'univers entier m'habite et m'a choisi pour le chanter. Je sens... Non, je ne peux pas vous le décrire. Je sens la grandeur de tout ça. Et tout ce que j'arrive à faire, c'est balbutier comme un nouveau-né. C'est une tâche grandiose que d'exprimer des sentiments et des sensations par des mots écrits ou parlés qui donneront à celui qui écoute ou qui lit la même impression qu'à son créateur. Tenez, je plonge ma figure dans l'herbe et l'odeur qu'aspirent mes narines évoque en moi 1000 pensées, 1000 rêves. C'est l'haleine de l'univers que j'ai respiré. C'est sa chanson et son rire, sa douleur, ses larmes, ses luttes et sa mort. J'aimerais vous dire, à vous, à l'humanité entière, les visions évoquées en moi par cette odeur d'herbe. Mais comment le pourrais-je? Ma langue est liée. J'ai essayé de vous décrire ce qu'évoquait en moi ce parfum et je n'ai fait que bafouiller. Oh, il eut un geste désespéré. C'est impossible. Impossible. Mais vous parlez très bien, insista Ruth. Vous avez fait un tas de progrès depuis que je vous connais. Monsieur Butler est un orateur remarquable. Son comité lui demande toujours de parler dans les réunions publiques pendant les campagnes d'élection. N'empêche, vous venez de parler aussi bien que lui. Seulement lui a plus de sang-froid. Vous vous excitez trop. Avec le temps, ça vous passera. Savez-vous que vous feriez un bon orateur? Vous irez loin si vous voulez. Vous avez de l'autorité, donc vous saurez mener les hommes et vous pouvez réussir n'importe quoi si vous vous y prenez comme pour la grammaire. Pourquoi ne pas devenir avocat ou homme politique? Qui vous empêche de devenir un second Monsieur Butler, moins la dyspepsie, ajouta-t-elle en souriant. Ils bavardèrent. Elle, comme d'habitude, douce et têtue, revenant toujours à l'importance d'une base solide d'éducation et à l'avantage du latin comme base d'une carrière quelconque. Elle traça l'image de l'homme arrivé, mélange de son père et de M. Butler, et il l'écouta passionnément, couché sur le dos. Il la regardait, jouissant du moindre mouvement de ses lèvres. Mais son cerveau n'était que vaguement attentif. Rien dans les modèles qu'elle lui présentait ne l'attirait et il ne ressentait à l'écouter qu'une sorte de désappointement douloureux. Son amour s'en exaspérait jusqu'à la souffrance. Dans tout ce qu'elle disait, il n'était pas question de sa littérature et les manuscrits qu'il avait apportés gisaient à terre, oubliés.
Enfin, pendant un silence, il regarda le soleil comme pour en mesurer la hauteur au-dessus de l'horizon, et le geste qu'il fit en ramassant ses manuscrits rappela à Ruth leur existence. « J'avais oublié, dit-elle vivement, et je suis tellement impatiente d'entendre ça. » Il lui lut d'abord une nouvelle qu'il aimait entre toutes. Cela s'appelait « Le vin de la vie ». Et l'ivresse qui était montée à son cerveau lorsqu'il l'avait écrite l'envahit en la relisant. L'idée en était originale. Il l'avait parée de phrases colorées et d'images lumineuses. Entraîné par le feu de sa conception première, il ne s'apercevait pas de ses défauts ni de ses lacunes. Mais il n'en était pas de même pour Ruth. Son oreille exercée remarquait les faiblesses et les exagérations, l'emphase du novice, le manque de rythme, ou bien son tour pompeux. En somme, c'était une œuvre d'amateur. Mais au lieu de le lui dire, elle se borna, quand il eut fini sa lecture, à critiquer quelques défauts légers et déclara que l'histoire lui plaisait. Mais il fut désappointé. Ses critiques étaient justes, il se l'avoua, tout en se disant qu'il ne lui lisait pas son travail dans le seul but de s'en faire la correction, comme un petit garçon en classe. Qu'importait-il les détails? Il apprendrait bien tout seul à les corriger. La chose importante était celle-ci. Il avait tiré de la vie une grande leçon qu'il avait essayé d'emprisonner dans cette histoire. Avait-il ou non réussi à la lui faire voir comme ses yeux l'avaient vu? Son cerveau l'avait-il compris? Son cœur l'avait-il senti? Il décida qu'il n'avait pas réussi. Peut-être les éditeurs avaient-ils raison. Il dissimula son désappointement et tomba si bien d'accord avec elle sur les critiques qu'elle ne put se douter de la profonde déception qu'il en éprouvait au fond de lui-même. « J'ai appelé ça la marmite, dit-il en dépliant un autre manuscrit. 4 ou 5 magazines l'ont déjà refusé, mais je crois que ce n'est pas mal. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi en penser, ça me semble original, mais vous ne serez peut-être pas de cet avis. C'est court, il n'y a que 2000 mots. » « C'est épouvantable, s'écria-t-elle lorsqu'il eut achevé sa lecture. C'est tout simplement horrible. » Avec une secrète satisfaction, il remarqua sa pâleur, son regard tendu et dilaté, ses mains crispées. Il avait donc réussi à lui communiquer ce qu'il ressentait lui-même. Le coup avait porté. Que cela lui plût ou non, elle était frappée, matée. Cette fois, elle négligerait d'analyser le détail. « C'est la vie, dit-il, et la vie n'est pas toujours belle. Et pourtant, est-ce parce que je suis bizarrement fait? Je trouve là-dedans quelque chose de splendide. Il me semble justement que là... Mais pourquoi cette malheureuse femme n'a-t-elle pas... » Elle s'interrompit, désorientée, puis reprit, révoltée. « Ah, c'est dégradant, c'est mal, c'est atroce. » Sur le moment, il eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre. Atroce. Il ne se serait jamais attendu à ça. Sa nouvelle tout entière lui apparut en lettres de feu, et il y chercha en vain quelque chose d'atroce. Puis son angoisse cessa. Il n'était pas coupable. Cependant, Ruth avait repris. Pourquoi n'avoir pas choisi un sujet agréable? Nous savons tous qu'il existe de par le monde des choses atroces. Mais ce n'est pas une raison. Elle continua à déverser son indignation, mais il ne l'écoutait guère, souriant en lui-même. Il regardait son visage virginal d'une pureté si pénétrante qu'elle lui semblait entrer en lui. Le baigner d'un rayonnement aussi frais, aussi doux, aussi limpide qu'une lumière stellaire. Nous savons tous qu'il existe de par le monde des choses atroces. Il se représenta ce qu'elle pouvait bien savoir et eut envie de rire, comme d'une bonne plaisanterie. Puis, subitement, il eut un soupir en songeant à l'immensité de choses atroces qu'il avait connues, étudiées, et il lui pardonna de n'avoir rien compris à son histoire. Ce n'était pas sa faute, et il remercia Dieu d'avoir ainsi protégé sa blancheur. Mais lui, qui connaissait la vie, sa laideur comme sa beauté, sa grandeur, en dépit de la boue qui la souillait, bon Dieu, il la dirait telle qu'elle est. Les saints du paradis peuvent-ils voir autre chose que de la beauté, de la pureté? Mais des saints au milieu de la boue, voilà le miracle éternel. Voilà qui donne à la vie sa valeur. Voir la grandeur morale se dégager de la fange, entrevoir la beauté à travers un rideau de boue, puis peu à peu, surgissant de l'abîme d'inconscience, de vice, la voir monter, grandir en force, en vérité, en splendeur. Il saisit au vol une de ses critiques.
Le ton est bas, il y a tant de choses élevées. Tenez, In Memoriam par exemple. Il eut envie de lui suggérer Lochley Horn et l'aurait fait si, lorsqu'il la regarda de nouveau, ce fait étrange ne l'avait émerveillé. Ruth, la femelle de son espèce, était sortie du ferment primordial, avait monté, en rampant, l'échelle infinie des incarnations successives, pendant des milliers et des milliers de siècles, pour aboutir au sommet de devenir cette Ruth, si belle, si pure, quasi divine. La Ruth qui lui avait fait connaître l'amour et avait fait aspirer à la pureté, à la divinité d'un homme comme lui, Martin Eden, sortir lui aussi des abîmes sans fond de la création. Voilà du roman, du fantastique, du surnaturel. Voilà ce qu'il fallait écrire s'il pouvait trouver des mots assez beaux. Les saints du paradis, ce n'étaient que des saints après tout, incapables de se débrouiller. Mais lui était un homme. Il l'entendait dire « Vous avez de la puissance, mais de la puissance qu'il faut maîtriser. Un taureau dans un magasin de porcelaine, suggéra-t-il. Il faut acquérir du discernement, du goût, de la finesse, de la mesure, répondit-elle dans un sourire. J'ai trop d'audace, murmura-t-il. Elle approuva d'un sourire et s'installa en vue d'écouter une nouvelle histoire. Je me demande ce que vous allez penser de ça, dit-il en s'excusant. C'est une chose bizarre. Je crains d'avoir dépassé ma mesure, mais l'intention était bonne. Ne vous attachez pas aux détails, mais voyez si vous en saisissez l'intention, qui a de la grandeur et de la vérité. Il y a des chances, malheureusement, pour que je ne sois pas parvenue à les rendre tangibles. Il lut tout en épiant son visage. Enfin, je l'ai touchée, se dit-il. Immobile, sans le quitter des yeux, elle respirait à peine. Il la crut prise, enchaînée par la magie de son évocation. Cette histoire s'appelait « Aventure ». Et c'était l'apothéose de l'aventure, non pas de la banale aventure des livres d'images, mais de la véritable aventure infidèle et capricieuse, guide féroce, formidable dans ses punitions et formidable dans ses récompenses. Celle qui exige une terrible patience et le labeur qui tue, qui offre le triomphal ensoleillement, ou la mort lugubre après la famine et les délires affreux de la fièvre, à travers la sueur, le sang et la vermine, celle qui conduit, parmi les ignobles contacts, au sommet magnifique et à la domination du monde. Il avait mis tout cela et davantage dans cette histoire, et il crut qu'elle comprenait. Les yeux dilatés, une rougeur montant à ses joues pâles, elle écoutait, un peu haletante. Mais ce qui la passionnait, ce n'était pas l'histoire, c'était lui. De l'histoire, elle n'en pensait pas grand-chose, mais elle subissait l'intention de Martin, la surabondance de sa force, comme un fétu de paille est enlevé, roulé par un torrent. Au moment où elle croyait être entraînée par l'histoire, elle l'était en réalité par une chose toute différente, par une idée insensée, dangereuse, qui apparaissait tout à coup dans son esprit. Elle s'était surprise à penser au mariage. Et chose effrayante, elle s'était complue à cette idée, l'avait caressée ardemment. C'était indigne d'elle. Jusqu'alors, elle avait vécu dans le pays des rêves poétiques de Tennyson, fermée même à ces délicates allusions à la matérialité possible des rapports entre reine et chevalier. Elle dormait dans son manoir enchanté, et voilà que la vie frappait impérieusement à la porte. Hésitant entre la crainte et son instinct de femme, elle était partagée entre l'envie de verrouiller cette porte et l'envie de l'ouvrir toute grande pour faire entrer le visiteur inconnu. Martin attendait son verdict avec une certaine satisfaction. Il le connaissait d'avance, mais fut quand même surpris de l'entendre dire « C'est beau ». « C'est très beau », répéta-t-elle avec emphase, après un silence. Oui, c'était beau, mais il y avait là-dedans plus que de la beauté, quelque chose de supérieur et de plus poignant. Vautré dans l'herbe, silencieux, il sentait monter devant ses yeux l'affreuse vision d'un grand doute. Il avait échoué. Ayant senti en lui une chose admirable, il n'avait pas su l'exprimer. Que pensez-vous du... Il s'arrêta, hésitant à se servir d'un mot nouveau, du motif. Il est confus, répondit-elle. C'est ma seule critique, en gros. J'ai suivi la trame, mais voyez-vous, c'est trop verbeux. Vous écrasez l'action en y introduisant tant de détails superflus. Je parle du motif principal, se dépêcha-t-il d'ajouter, du grand motif cosmique universel.
J'ai tâché d'empêcher qu'il dépasse l'histoire elle-même, qui n'est qu'un prétexte, mais sans doute n'ai-je pas su m'y prendre. Je n'ai pas réussi à suggérer ce que je voulais. Ce sera pour une autre fois. Elle ne le suivait pas. Elle était licenciée à Sled, mais il l'avait dépassée. Loin de s'en douter, elle attribuait son incompréhension à l'incohérence de Martin. « Ça manque de sobriété, dit-elle. Mais par moments, c'est très beau. » Sa voix lui parvint vaguement, car il était en train de se demander s'il lui lirait ses poèmes de la mer. Il restait là, découragé, tandis qu'elle l'observait, troublée par ses idées de mariage. « Vous voulez être célèbre ?» interrogea-t-elle brusquement. « Oui, avoua-t-il. Ça fait partie de l'aventure. Ce n'est pas d'être célèbre, c'est la manière d'y arriver qui compte. Après tout, pour moi, la célébrité n'est qu'un moyen d'arriver à autre chose. Je désire être célèbre à cause de ça aussi. » Il faillit ajouter « et à cause de vous ». Elle l'aurait fait si elle avait montré de l'enthousiasme pour ses œuvres. Mais elle était trop occupée à lui chercher une carrière possible, pour lui demander la raison de son « aussi ». La littérature n'était pas son affaire, elle en était convaincue. Il l'avait prouvé aujourd'hui avec sa prose d'amateur, de collégien. Certes, il parlait bien, mais ne savait pas s'exprimer d'une façon littéraire. Elle le compara à Tennyson, à Browning et à d'autres de ses prosateurs favoris, à son absolu désavantage. Cependant, elle omit de lui dire ouvertement sa pensée, l'étrange intérêt qu'il éveillait en elle, l'amenant à temporiser. Son désir d'écrire n'était, après tout, qu'une petite faiblesse qui lui passerait avec le temps. Il se consacrerait alors à des affaires plus sérieuses et il y réussirait, elle en était sûre. Avec une volonté pareille, il ne pouvait pas ne pas réussir, si seulement il cessait d'écrire. « Je voudrais que vous me montriez tout ce que vous écrivez, monsieur Eden, dit-elle. » Il rougit de plaisir. Elle s'intéressait à ce qu'il faisait, sûrement. Non seulement il n'avait pas reçu de refus pronéotypé, mais elle avait trouvé belle certaines parties de son œuvre. C'était le premier encouragement qu'il ait jamais reçu. « D'accord, dit-il ardemment, et je vous promets, Miss Morse, que j'arriverai. J'ai fait du chemin, je le sais, j'en ai encore beaucoup à faire, et je le ferai, serait-ce sur les genoux. » Il lui montra une liasse de manuscrits. « Voilà les poèmes de la mer. Quand vous rentrerez, je vous les laisserai pour que vous les lisiez. Surtout, dites-moi bien votre impression. Ce dont j'ai besoin par-dessus tout, c'est de critiques. Je vous en prie, soyez franche. » « Je serai absolument franche, promit-elle, en pensant avec un petit malaise qu'elle ne l'avait pas été ce soir-là et qu'elle ne le serait sans doute pas davantage une autre fois. Oh. C'est un peu triste, hein? Légèrement. Voilà, je m'arrête là en tout cas pour cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine lecture. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.